Le jour se lève lentement sur Seth, enveloppant la ville d'une lumière douce qui semble promettre une matinée ordinaire. Pourtant, derrière cette apparence paisible, une tension invisible continue de peser sur ceux qui sont impliqués dans l'enquête autour de la mort de Nadia. Depuis plusieurs jours, l'affaire progresse difficilement, comme si chaque piste ouverte menait inévitablement à une nouvelle impasse, laissant les enquêteurs avec l'impression frustrante d'être toujours sur le point de découvrir la vérité sans jamais parvenir à l'atteindre complètement. Au commissariat, Martin Constant passe une grande partie de la matinée devant son ordinateur, les yeux fixés sur les images de vidéosurveillance qu'il analyse encore et encore avec une patience presque obstinée. Les séquences défilent lentement sur l'écran, montrant les rues tranquilles du quartier la nuit du drame, mais malgré l'attention minutieuse qu'il accorde à chaque détail, rien ne semble véritablement sortir de l'ordinaire. Cette répétition méthodique finit par créer une atmosphère lourde dans son bureau, car Martin ressent de plus en plus fortement l'intuition qu'un détail essentiel se cache quelque part dans ces images, un détail capable de changer complètement la direction de l'enquête s'il parvenait seulement à le repérer. Dans la pièce voisine, Aurore Donnier examine pour la 3e fois les notes prises lors de la perquisition effectuée chez Brice Mussard. L'opération avait été préparée avec soin, chaque membre de l'équipe espérant enfin découvrir les preuves matérielles qui permettraient de relier Mussard au homejacking évoqué dans l'enquête. Pourtant, malgré la fouille approfondie de la maison, les policiers n'ont trouvé aucun bijou correspondant aux objets signalés comme volés. Cette absence totale de résultats renforce le sentiment de frustration qui s'installe progressivement dans l'équipe, car elle donne l'impression que Brice Mussard a toujours une longueur d'avance sur eux. Aurore ferme finalement le dossier et s'appuie contre le dossier de sa chaise, laissant échapper un soupir discret. Elle connaît trop bien ce type de situation pour se laisser décourager complètement, mais elle comprend aussi que les enquêtes les plus difficiles sont souvent celles où le suspect semble parfaitement préparé à échapper aux soupçons. Mussard possède justement ce profil inquiétant d'homme capable de garder son sang-froid dans toutes les circonstances, ce qui rend chaque avancée de la police particulièrement fragile. C'est à ce moment que Martin reçoit sur son téléphone une vidéo envoyée par Raphaël Perrault. Dès qu'il lance la lecture, son expression se ferme légèrement, car les images montrent clairement Raphaël se présentant devant la maison de Brice la nuit du meurtre. Le geste de la jeune femme apparaît immédiatement comme une tentative de confrontation, une manière de provoquer une réaction chez un homme qu'elle refuse de craindre, mais Martin comprend aussitôt que cette initiative risque surtout de compliquer l'équilibre délicat de l'enquête. Lorsque Raphaël arrive plus tard au commissariat pour discuter de cette situation avec lui, l'atmosphère devient plus lourde encore. Elle reconnaît rapidement qu'elle a agi de manière impulsive, guidée davantage par son désir de montrer à Mussard qu'elle n'avait pas peur que par une véritable stratégie réfléchie. Martin l'écoute attentivement, mais au fond de lui une inquiétude persistante s'installe, car il sait que ce genre de geste peut pousser un suspect expérimenté à redoubler de prudence et à effacer les traces qui pourraient le compromettre. Il lui explique alors calmement que toute l'enquête reposait en partie sur l'idée que Brice se sentait relativement à l'abri des soupçons, ce qui aurait pu l'amener à commettre une erreur. Maintenant que Raphaël s'est présenté devant lui de manière aussi directe, cette illusion de sécurité a probablement disparu, et Mussard sait désormais qu'il se trouve dans le viseur de la police. Raphaël comprend progressivement la gravité de la situation et exprime ses regrets, mais Martin sait qu'il est inutile de revenir sur ce qui a déjà été fait. L'important, désormais, est de continuer à avancer avec les nouvelles données du problème. Pendant que cette discussion se termine, Brice Mussard reçoit justement un appel de Martin. La conversation semble cordiale en apparence, Martin évoquant une piste sérieuse concernant l'affaire du homejacking afin d'observer la réaction de son interlocuteur. Mussard répond avec une tranquillité qui pourrait presque sembler rassurante pour quelqu'un qui ne le connaît pas, mais cette attitude trop maîtrisée renforce au contraire les soupçons de Martin, car elle donne l'impression que l'homme en face de lui contrôle parfaitement la situation. Dès que l'appel prend fin, le visage de Brice change légèrement. L'expression calme qu'il affichait disparaît pour laisser place à une réflexion silencieuse, comme s'il analysait déjà les conséquences possibles de cette conversation. Après quelques secondes, il compose un autre numéro, prenant soin de parler d'une voix posée lorsque la personne à l'autre bout du fil répond. Dans un petit appartement de la ville, Alicia regarde son téléphone vibrer avec une hésitation visible. Elle sait parfaitement qu'il appelle, et cette simple certitude suffit à faire remonter l'angoisse qu'elle tente de repousser depuis plusieurs jours. Lorsqu'elle décroche finalement, la conversation reste brève mais profondément déstabilisante pour elle. Brice ne prononce aucune menace directe, mais il lui explique qu'il a retrouvé son adresse et mentionne avec une précision inquiétante le nom de son fils, Elliot. Ce simple détail agit comme un avertissement silencieux.
Alicia comprend immédiatement que cet homme est capable de franchir des limites dangereuses pour protéger ses intérêts, et la détermination qu'elle avait trouvée pour témoigner commence à s'effondrer sous le poids de cette peur. Lorsqu'elle raccroche, ses mains tremblent légèrement. Elle reste immobile pendant plusieurs minutes, réalisant que la décision qu'elle prendra dans les heures suivantes pourrait changer le cours de l'enquête, mais aussi mettre en danger ce qu'elle a de plus précieux. Pendant que cette menace silencieuse se déploie dans l'ombre, la vie continue ailleurs dans la ville avec une apparente légèreté. Au Spoon, l'atmosphère est animée comme à l'habitude, les conversations se mêlant au bruit de la vaisselle et au rire des clients installés aux tables. Erika travaille derrière le comptoir lorsque Lizzie Roussel arrive avec un enthousiasme difficile à dissimuler. Très rapidement, Lizzie commence à raconter comment s'est déroulé son rendez-vous avec Warren. La rencontre a été simple et naturelle, faite de promenades dans les rues de Sète et de discussions spontanées qui ont permis aux deux jeunes gens de mieux se découvrir. Warren lui a même préparé un sandwich avec du pain au pavot, un geste modeste mais qui a touché Lizzie par son attention sincère. Les deux jeunes gens ont pris une photo ensemble pour immortaliser ce moment, et lorsque Lizzie montre l'image à Erika, celle-ci remarque immédiatement le bonheur discret qui se lit dans les yeux de son amie. Plus tard, Audrey Roussel observe elle aussi ce changement chez sa fille et ne peut s'empêcher de sourire en constatant combien cette rencontre semble lui avoir redonné confiance. Dans un autre quartier de la ville, Karim Saed discute avec Chloé d'un sujet beaucoup plus sérieux. Depuis quelque temps, le comportement d'Arthur lui paraît étrange, et plus il réfléchit aux événements récents, plus il se persuade que le jeune homme pourrait avoir aidé Joyce à s'évader. Cette hypothèse reste encore fragile, mais Karim connaît suffisamment bien les signes qui trahissent un secret pour ne pas ignorer ce pressentiment. Chloé écoute attentivement et comprend que cette situation risque d'alimenter de nouvelles tensions autour de Lou, dont la relation avec Arthur est déjà fragile. Pour éviter une confrontation immédiate, elle propose de garder Nina pendant la journée afin de créer un peu de distance entre les différents protagonistes. Elle décide finalement d'emmener la petite fille au Mad Alex, où Nina découvre avec curiosité le fonctionnement de la ferme et l'immensité tranquille du bassin de Thau. Alex et Bruno, amusés par l'enthousiasme de l'enfant, lui racontent alors une vieille légende locale liée à l'étang, une histoire censée effrayer les visiteurs. Cependant, Nina ne se laisse pas impressionner. Elle écoute attentivement le récit avant de répondre avec un sourire qu'elle ne croit pas vraiment à ce genre d'histoire. Cette réaction provoque le rire d'Alex et de Bruno, transformant ce moment en une parenthèse légère qui contraste fortement avec les inquiétudes grandissantes liées à l'enquête. Pendant ce temps, au commissariat, les policiers continuent de chercher la moindre piste capable de relancer leurs investigations. Personne ne se doute encore que la clé de cette affaire pourrait se cacher dans un détail apparemment insignifiant, un détail qui n'a jusqu'à présent attiré l'attention de personne. Et pourtant, quelque part dans les dossiers de l'enquête, un élément discret commence lentement à prendre de l'importance. Une voiture. Une voiture que personne n'avait vraiment remarquée jusqu'à présent, mais qui pourrait bien devenir la pièce manquante capable de faire tomber Brice Mussard. Au commissariat de Sète, l'enquête sur la mort de Nadia continue d'avancer avec lenteur, comme si chaque nouvelle tentative pour découvrir la vérité se heurtait à un mur invisible. Après la conversation avec Raphaël et l'épisode troublant de la vidéo tournée devant la maison de Brice Mussard, Martin Constant ressent plus que jamais la fragilité de la situation. Dans ce type d'enquête, il suffit d'un seul mouvement imprévu pour déséquilibrer tout le travail patient mené depuis des jours, et Martin sait parfaitement que Mussard n'est pas un adversaire à sous-estimer. Dans son bureau, Martin reste un moment immobile, les mains jointes devant lui, réfléchissant à la suite des événements. Il repense à la conversation téléphonique qu'il vient d'avoir avec Brice. À première vue, l'homme s'est montré calme et coopératif, mais cette tranquillité presque parfaite lui paraît suspecte. Martin connaît trop bien les comportements humains pour croire qu'un homme innocent resterait aussi serein face à une enquête criminelle qui le concerne directement. Cette maîtrise excessive ressemble davantage à une stratégie soigneusement construite. Aurore Donnier rejoint Martin quelques minutes plus tard pour faire le point sur les éléments de l'enquête. Elle partage la même impression que lui, malgré l'absence de preuves concrètes, quelque chose dans le comportement de Mussard continue de susciter un profond malaise. Les policiers ont déjà rencontré des suspects manipulateurs, mais Brice possède une capacité particulière à maintenir une façade irréprochable. Cette capacité rend la situation encore plus frustrante, car chaque tentative pour l'acculer semble échouer avant même d'avoir commencé. La discussion entre Martin et Aurore se concentre alors sur les bijoux supposément volés lors du homejacking. Ces objets représentent un élément central de l'enquête, car ils pourraient constituer la preuve matérielle qui relierait Brice au crime.
Pourtant, la perquisition menée chez lui n'a rien donné. Cette absence totale de traces soulève plusieurs hypothèses. Soit les bijoux ont été déplacés ailleurs, soit Mussard a trouvé un moyen particulièrement habile de les cacher. Martin réfléchit longuement à cette possibilité. Il sait que certains criminels aiment conserver des objets liés à leur crime comme une forme de trophée secret. Cette idée lui traverse l'esprit, mais il lui manque encore un élément concret pour la confirmer. Sans preuve matérielle, toute accusation resterait fragile, et Mussard pourrait facilement retourner la situation à son avantage. Pendant que les policiers cherchent encore une nouvelle piste, la menace qui pèse sur Alicia commence déjà à produire ses effets. Dans son appartement, la jeune femme marche nerveusement d'une pièce à l'autre, incapable de trouver le calme nécessaire pour réfléchir clairement. L'appel de Brice résonne encore dans sa tête, et la mention du prénom de son fils Elliot agit comme une blessure invisible qui refuse de se refermer. Alicia avait pourtant pris sa décision. Elle voulait dire la vérité et raconter ce qu'elle savait réellement sur Mussard. Mais depuis cet appel, la peur s'est installée dans son esprit comme une présence constante. Elle imagine les conséquences possibles si elle maintient son témoignage. Elle imagine aussi ce qui pourrait arriver à son fils si Brice décidait de passer à l'action. Cette angoisse la pousse finalement à prendre une décision difficile. Lorsque Martin la contacte pour confirmer sa déposition, Alicia annonce qu'elle ne souhaite plus témoigner. Elle explique qu'elle préfère revenir sur ses déclarations précédentes et admettre qu'elle a exagéré certaines choses par colère après une rupture difficile. Ses paroles sont soigneusement choisies, mais Martin comprend immédiatement que cette version ne correspond pas à la vérité. Il connaît trop bien les signes de la peur pour ne pas les reconnaître. Derrière les explications hésitantes d'Alicia, il devine l'ombre de Brice. L'homme a probablement trouvé un moyen de la faire taire sans laisser la moindre trace visible de menace. Lorsque l'appel se termine, Martin reste un instant silencieux, le regard fixé sur le vide. Cette nouvelle complique considérablement l'enquête, car le témoignage d'Alicia représentait l'un des rares éléments capables d'affaiblir la position de Mussard. Sans cette déclaration, l'affaire semble revenir à son point de départ. Au commissariat, Aurore remarque immédiatement l'expression sombre de son collègue. Martin lui explique ce qui vient de se passer, et la réaction de la policière est immédiate. Pour elle, il ne fait aucun doute que Mussard a fait pression sur Alicia. Ce type de manipulation correspond parfaitement au profil de l'homme qu'il soupçonne. Malgré cette conviction, les policiers se retrouvent une fois de plus face à une réalité difficile, ils ne disposent d'aucune preuve directe pour démontrer cette intimidation. Sans preuve, toute accusation pourrait être contestée, et Mussard pourrait même utiliser la situation pour se présenter comme la victime d'un acharnement policier. Pendant ce temps, la vie continue à Seth avec ses moments de légèreté et ses petites histoires quotidiennes. Lizzie Roussel, encore portée par l'enthousiasme de sa rencontre avec Warren, passe une partie de l'après-midi à repenser aux moments qu'ils ont partagés. La promenade dans les rues de la ville, les conversations simples, le déjeuner improvisé avec le sandwich qu'il avait préparé lui-même. Tous ces souvenirs forment une image douce et rassurante dans son esprit. Pour Lizzie, cette rencontre représente quelque chose de nouveau. Après avoir traversé des périodes difficiles liées aux moqueries et au jugement sur son apparence, elle commence à ressentir la possibilité d'une relation où elle peut être elle-même sans crainte. De son côté, Warren rentre chez son oncle Marco, qui l'héberge depuis son arrivée à Seth. L'homme est curieux de savoir comment s'est déroulé ce premier rendez-vous. Warren raconte la rencontre avec enthousiasme, décrivant Lizzie comme une jeune femme pleine d'énergie, touchante et drôle. Il insiste sur le fait qu'elle possède une personnalité qui rend chaque moment passé avec elle agréable. Lorsque Warren montre la photo prise pendant leur promenade, Marco réagit avec une spontanéité maladroite. Son commentaire sur l'apparence de Lizzie, prononcé sans réelle méchanceté mais avec une certaine surprise, provoque immédiatement une réaction de défense chez Warren. Le jeune homme n'apprécie pas ce jugement superficiel et rappelle à son oncle que ce qui compte réellement chez Lizzie ne se limite pas à son apparence. Cet échange révèle un trait important du caractère de Warren. Derrière son attitude détendue se cache une loyauté sincère envers les personnes qu'il apprécie. Dans un autre coin de la ville, au Mad Alex, Nina continue sa journée de découverte avec une curiosité enthousiaste. L'environnement du bassin de taux lui semble fascinant, et elle pose une multitude de questions sur le travail effectué dans la ferme. Alex et Bruno prennent le temps de lui expliquer les différentes étapes de la production des huîtres, transformant cette visite en une véritable leçon improvisée. La légende inquiétante qu'ils ont racontée plus tôt à propos de l'étang devient rapidement un sujet de plaisanterie entre eux. Nina affirme avec conviction qu'elle ne croit pas aux histoires de fantômes ou de créatures mystérieuses, et son assurance amuse beaucoup les deux hommes.
Pour Alex, ces moments simples représentent une forme de respiration dans un quotidien parfois lourd. La présence de Nina apporte une énergie positive qui contraste avec les tensions invisibles qui traversent la ville. Cependant, au commissariat, l'enquête continue de tourner en rond. Martin et Aurore passent une grande partie de l'après-midi à revoir les images de vidéosurveillance enregistrées la nuit de la mort de Nadia. Chaque voiture qui passe, chaque silhouette qui traverse l'écran est analysée avec une attention extrême. Malgré tous leurs efforts, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Pourtant, dans un bureau voisin, Roxane travaille sur les mêmes données avec une approche légèrement différente. Habituée à manipuler des informations complexes, elle examine les horaires, les mouvements et les absences avec une précision méthodique. Peu à peu, un détail attire son attention. Un détail discret, presque insignifiant. Mais dans une enquête criminelle, ce sont souvent ces détails négligés qui finissent par révéler la vérité. Roxane ne le sait pas encore, mais ce qu'elle est en train de découvrir pourrait changer complètement la direction de l'enquête. Car la nuit du meurtre de Nadia cache peut-être un élément que personne n'avait vraiment remarqué jusque-là. Un élément lié à une voiture. Une voiture qui, contrairement à ce que tout le monde croyait, était disponible cette nuit-là. Et si cette hypothèse se confirme, elle pourrait bien ouvrir la première véritable brèche dans la défense de Brice Mussard. Au commissariat de Sète, l'après-midi s'étire dans une atmosphère lourde, presque immobile, comme si l'enquête elle-même refusait d'avancer malgré tous les efforts déployés par les policiers. Depuis que le témoignage d'Alicia s'est effondré sous la pression invisible exercée par Brice Mussard, l'équipe dirigée par Martin Constant se retrouve dans une situation délicate, car les éléments capables de relier directement le suspect au meurtre de Nadia semblent se dissoudre les uns après les autres. Pourtant, malgré cette impression d'impasse, certains membres de l'équipe continuent de travailler avec une détermination silencieuse, convaincus que la vérité doit forcément se cacher quelque part dans les détails négligés de l'enquête. Dans un bureau du service technique, Roxane poursuit son travail d'analyse avec la patience méthodique qui la caractérise depuis toujours. Habituée à manipuler des masses importantes de données, elle examine une nouvelle fois les informations collectées au cours de la nuit du meurtre. Les enregistrements de vidéosurveillance, les rapports d'intervention médicale, les déplacements signalés dans le quartier et les chronologies établies par les enquêteurs sont rassemblés sur son écran, formant un ensemble complexe que peu de personnes auraient la patience d'étudier avec autant d'attention. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les suspects évidents, Roxane préfère adopter une approche différente, consistant à observer l'ensemble de la scène comme un système global où chaque élément, même le plus insignifiant en apparence, peut révéler une incohérence ou un indice caché. Cette manière de travailler l'a souvent conduite à découvrir des informations que personne n'avait remarquées auparavant, et c'est précisément cette obstination analytique qui commence à porter ses fruits. En croisant les horaires des événements survenus cette nuit-là avec les données hospitalières enregistrées par les services médicaux de la ville, Roxane remarque soudain une information qui attire son attention. Une certaine Odette Pradin a été admise à l'hôpital au cours de la même soirée. À première vue, cette mention ne semble pas avoir de lien direct avec l'affaire, mais la curiosité de Roxane l'incite à vérifier plus en détail les circonstances de cette hospitalisation. Elle consulte alors les documents relatifs à cette intervention médicale et découvre que la femme avait été transportée à l'hôpital dans une relative urgence, ce qui signifie qu'elle n'avait pas eu le temps d'organiser la surveillance de son domicile ou de ses biens. Cette constatation devient particulièrement intéressante lorsque Roxane apprend qu'Odette Pradin possède un véhicule personnel stationné près de son habitation. Selon les informations disponibles, les clés de cette voiture étaient restées en sa possession au moment de son admission à l'hôpital, ce qui implique que personne n'avait officiellement accès à ce véhicule pendant son absence. Cette simple information suffit à déclencher chez Roxane une réflexion plus approfondie. Dans certaines affaires criminelles, les suspects utilisent parfois des moyens de transport qui ne leur appartiennent pas afin d'éviter toute trace directe reliant leur déplacement au crime. L'idée qu'une voiture laissée sans surveillance pendant plusieurs heures puisse être utilisée discrètement commence alors à prendre une dimension nouvelle dans son raisonnement. Plus Roxane examine les horaires et les déplacements possibles autour du domicile d'Odette Pradin, plus l'hypothèse lui paraît plausible. Si quelqu'un avait emprunté cette voiture pendant la nuit, il aurait pu effectuer un trajet relativement discret avant de la replacer exactement à son emplacement initial. Dans un quartier calme, où les allées et venues sont rarement surveillées de manière constante, ce type de manœuvre aurait parfaitement pu passer inaperçu. C'est à ce moment précis que l'idée de Brice Mussard s'impose naturellement dans l'esprit de Roxane. Si l'homme avait besoin d'un moyen de transport temporaire pour déplacer quelque chose d'encombrant ou de compromettant,
l'utilisation d'un véhicule appartenant à une personne absente aurait constitué une solution particulièrement efficace. Cette hypothèse devient encore plus intéressante lorsque Roxane se rappelle que les bijoux supposément volés lors du homejacking n'ont jamais été retrouvés malgré la perquisition effectuée chez Mussar. En poursuivant ses calculs, Roxane reconstitue progressivement une chronologie possible des événements. D'après les éléments disponibles, Brice aurait disposé d'un intervalle d'environ 45 minutes durant lequel aucun témoin ne peut confirmer avec certitude l'endroit où il se trouvait. Ce laps de temps correspondrait largement à la durée nécessaire pour emprunter la voiture d'Odette Pradin, transporter les bijoux vers une cachette extérieure et revenir sans éveiller le moindre soupçon. Consciente que cette théorie pourrait représenter une avancée majeure dans l'enquête, Roxane rassemble soigneusement les données qui appuient son raisonnement avant de se rendre dans le bureau de Martin Constant. Elle sait que son hypothèse doit être présentée de manière rigoureuse, car dans une enquête aussi fragile, la moindre approximation pourrait être utilisée par la défense de Mussar pour discréditer le travail de la police. Lorsque Roxane expose son analyse à Martin, celui-ci écoute avec une attention silencieuse. Son regard se pose tour à tour sur les documents que la jeune femme a apportés et sur l'écran où apparaissent les différentes chronologies établies par ses calculs. Au fil des explications, l'expression du commandant se transforme lentement, car il comprend que cette piste pourrait expliquer plusieurs incohérences observées depuis le début de l'enquête. Si les bijoux ont été déplacés ailleurs grâce à un véhicule emprunté temporairement, cela expliquerait parfaitement pourquoi la perquisition chez Mussar n'a rien révélé. Cette possibilité permet également d'imaginer que le suspect pensait avoir éliminé tout risque de découverte en séparant les objets volés de son domicile. Aurore Donier rejoint la discussion quelques instants plus tard et écoute à son tour l'analyse détaillée de Roxane. La policière partage immédiatement l'intérêt de cette hypothèse, car elle correspond à la personnalité méthodique et prudente que les enquêteurs attribuent à Brice Mussar. Un homme capable de manipuler les témoins et d'intimider discrètement une femme comme Alicia pourrait très bien avoir anticipé la possibilité d'une perquisition et pris soin de déplacer les preuves à l'avance. Cependant, malgré l'intérêt évident de cette nouvelle piste, un problème majeur demeure. Tant que les bijoux volés ne sont pas retrouvés, la théorie de Roxane reste une simple supposition, aussi logique soit-elle. Pour transformer cette hypothèse en preuve concrète, il faudra identifier l'endroit précis où les objets ont été cachés. Pendant que les policiers réfléchissent à la manière d'exploiter cette information, la vie quotidienne de Seth continue de suivre son cours, marquée par des préoccupations beaucoup plus simples pour certains habitants de la ville. Au Spoon, Lizzie Roussel repense encore à la rencontre qu'elle a vécue avec Warren. La promenade qu'ils ont partagée dans les rues de la ville, les conversations spontanées et l'attention délicate qu'il a montrée en préparant lui-même un sandwich restent gravées dans son esprit avec une douceur inattendue. Pour Lizzie, ce moment représente bien plus qu'un simple rendez-vous, car il lui donne l'impression de pouvoir enfin être regardée autrement que par le prisme des jugements auxquels elle a longtemps été confrontée. Erika observe cette transformation avec un sourire discret, consciente de l'importance de cette rencontre pour son amie. Elle sait que Lizzie a souvent dû affronter les moqueries liées à son apparence et que ces expériences ont profondément marqué sa confiance en elle. La voir parler avec autant d'enthousiasme d'un garçon qui semble l'apprécier sincèrement lui donne l'impression que les choses commencent enfin à changer. Plus tard dans la journée, Audrey Roussel remarque elle aussi ce rayonnement particulier chez sa fille. L'attitude de Lizzie, son sourire spontané et la manière dont elle évoque Warren témoignent d'une joie qu'Audrey n'avait pas observée depuis longtemps. Pour une mère qui a consacré tant d'énergie à protéger ses enfants des difficultés de la vie, ce simple changement d'humeur représente déjà une forme de victoire silencieuse. Dans un autre quartier de Sète, Karim Saed reste plongé dans ses propres préoccupations. Depuis plusieurs heures, il réfléchit aux événements récents impliquant Arthur, et l'idée que le jeune homme ait pu jouer un rôle dans l'évasion de Joyce continue de l'inquiéter. Cette hypothèse reste difficile à prouver, mais l'instinct de policier de Karim lui souffle que certains comportements observés ces derniers jours ne sont peut-être pas aussi anodins qu'ils en ont l'air. Lorsqu'il évoque ses soupçons devant Chloé, celle-ci comprend immédiatement que cette situation pourrait créer de nouvelles tensions autour de Lou. La relation entre Lou et Arthur n'existe que depuis quelques mois, et un doute de cette nature pourrait facilement fragiliser l'équilibre déjà précaire qui s'est installé entre eux. Pour éviter que la situation ne se détériore trop rapidement, Chloé préfère concentrer son attention sur Nina et la journée que la petite fille passe au MAD Alex. Là-bas, l'enfant découvre avec curiosité un environnement très différent de celui auquel elle est habituée. Les bassins d'huîtres, les explications d'Alex et de Bruno et les paysages calmes du bassin de Thau transforment cette visite en une véritable aventure.
La légende inquiétante qu'Alex et Bruno lui ont racontée à propos de l'étang devient rapidement un sujet de plaisanterie entre eux. Nina affirme avec assurance qu'elle ne croit pas aux histoires de fantômes ou de créatures mystérieuses, et cette certitude amuse beaucoup les deux hommes, qui voient dans cette réaction la preuve de son caractère déjà bien affirmé. Cependant, pendant que ces moments simples se déroulent à l'écart des tensions policières, l'enquête sur Brice Mussard commence enfin à prendre une direction nouvelle. L'hypothèse formulée par Roxane ouvre une perspective que Martin refuse désormais d'ignorer. Si la voiture d'Odette Pradin a réellement été utilisée cette nuit-là, cela signifie que Brice Mussard a peut-être laissé derrière lui une trace capable de le trahir. Désormais, l'objectif devient clair pour toute l'équipe. Retrouver les bijoux. Car si ces objets réapparaissent quelque part dans la ville, ils pourraient prouver que Brice Mussard ment depuis le début et que son sang-froid apparent n'était qu'une façade soigneusement construite pour dissimuler la vérité. Au commissariat de Sète, la nouvelle piste découverte par Roxane commence progressivement à transformer l'atmosphère qui régnait jusque-là dans l'équipe d'enquête. Depuis plusieurs jours, les policiers avaient l'impression de tourner en rond autour de Brice Mussard sans jamais réussir à trouver l'élément capable de faire basculer l'affaire. Pourtant, l'hypothèse liée à la voiture d'Odette Pradin ouvre soudain une possibilité concrète, une direction de recherche qui permet enfin d'imaginer un scénario cohérent expliquant la disparition des bijoux supposément volés. Dans son bureau, Martin Constant réfléchit longuement aux implications de cette découverte. L'expérience lui a appris qu'une enquête peut changer complètement de trajectoire à partir d'un détail apparemment secondaire. Ce qui l'intéresse particulièrement dans la théorie de Roxane, ce n'est pas seulement l'idée que Brice ait pu utiliser une voiture étrangère pour déplacer les bijoux, mais surtout le fait que ce type de manœuvre correspond parfaitement au profil d'un homme méthodique et prudent. Brice Mussard a déjà montré à plusieurs reprises sa capacité à manipuler les situations à son avantage. L'épisode avec Alicia en est un exemple frappant. Sans jamais prononcer de menaces explicites, il est parvenu à la faire renoncer à témoigner simplement en évoquant son fils Elliot et en laissant planer l'idée qu'il savait exactement où la trouver. Ce genre de pression psychologique démontre un sens stratégique particulièrement développé, et Martin est convaincu qu'un homme capable d'une telle manipulation pourrait également anticiper les actions de la police. Aurore Donnier partage cette analyse lorsqu'elle rejoint Martin pour discuter des prochaines étapes de l'enquête. Elle souligne que si Brice a effectivement utilisé la voiture d'Odette Pradin pour transporter les bijoux, cela signifie qu'il a probablement choisi une cachette extérieure, un endroit suffisamment discret pour rester à l'abri des recherches policières tout en restant accessible pour lui. Cette hypothèse soulève immédiatement une nouvelle question. Où un homme comme Brice pourrait-il dissimuler des objets volés sans attirer l'attention ? La réponse ne peut pas être trouvée immédiatement, mais Martin sait que ce type de problème peut parfois être résolu en examinant les habitudes du suspect. Les lieux qu'il fréquente régulièrement, les endroits où il peut se déplacer sans éveiller la curiosité ou encore les zones isolées accessibles en voiture représentent autant de possibilités à explorer. Pendant que les policiers élaborent ces nouvelles stratégies, la ville de Sète poursuit son activité quotidienne avec une apparente tranquillité. Au MAD Alex, Nina continue sa journée de découverte avec une énergie qui amuse beaucoup les adultes autour d'elle. Après avoir observé le travail réalisé dans les bassins d'huîtres et posé une multitude de questions sur les différentes étapes de production, la petite fille semble fascinée par cet environnement qu'elle découvre pour la première fois. Alex et Bruno prennent plaisir à lui expliquer leur métier avec simplicité, transformant chaque détail en une petite histoire qui permet à l'enfant de comprendre plus facilement ce monde nouveau. Leur conversation dérive parfois vers des anecdotes liées à la région, notamment cette fameuse légende de l'étang de Thau qu'ils ont évoquée plus tôt dans la journée. Cependant, Nina reste parfaitement sceptique face à ces récits mystérieux. Elle écoute attentivement, mais son regard amusé montre qu'elle ne croit pas réellement aux histoires de créatures cachées dans l'eau. Cette réaction fait sourire Alex et Bruno, qui apprécient le caractère déjà affirmé de la petite fille. Ce moment simple crée une atmosphère chaleureuse qui contraste fortement avec les tensions qui continuent d'exister ailleurs dans la ville. Au Spoon, Lizzie Roussel partage encore avec Erika les souvenirs de son rendez-vous avec Warren. Plus elle repense à cette rencontre, plus elle se rend compte que quelque chose d'important s'est produit ce jour-là. Il ne s'agit pas seulement d'une promenade agréable ou d'un déjeuner improvisé. Ce qui la marque surtout, c'est la manière naturelle dont Warren l'a regardée, sans jugement ni hésitation. Pendant longtemps, Lizzie a eu l'impression que son apparence physique suffisait à définir la manière dont les autres la percevaient. Les moqueries et les commentaires blessants qu'elle a subis ont laissé des traces profondes dans sa confiance en elle. Pourtant, avec Warren, elle a ressenti quelque chose de différent,
une forme d'attention sincère qui ne semblait pas conditionnée par les standards habituels. Erika écoute ce récit avec un mélange d'amusement et de tendresse. Elle connaît trop bien les blessures que Lizzie a portées pour ne pas comprendre l'importance de ce moment. Voir son amie parler avec autant de spontanéité et d'espoir lui donne le sentiment que cette rencontre pourrait réellement marquer un tournant. Pendant ce temps, Warren retrouve son oncle Marco à la maison où il est hébergé depuis son arrivée à Seth. L'homme, curieux de connaître les détails du rendez-vous, interroge son neveu avec une certaine insistance. Warren raconte la promenade avec enthousiasme, décrivant Lizzie comme une jeune femme pleine d'énergie et de sensibilité. Lorsque la conversation dérive vers la photo qu'ils ont prise ensemble, Marco réagit avec une spontanéité maladroite qui révèle ses propres préjugés. Sans réfléchir réellement aux conséquences de ses paroles, il exprime sa surprise face à l'apparence de la jeune fille. Cette remarque provoque immédiatement une réaction chez Warren. Même s'il sait que son oncle n'a probablement pas voulu être blessant, il ne supporte pas que Lizzie soit réduite à une simple question d'apparence. Il rappelle avec fermeté que ce qui l'a touché chez elle ne se limite pas à son physique, mais concerne surtout sa personnalité et sa manière d'être. Cet échange révèle une dimension importante du caractère de Warren. Derrière son attitude détendue se cache une loyauté sincère envers les personnes qu'il apprécie, une loyauté qui l'empêche de tolérer les jugements superficiels. Dans un autre quartier de la ville, Karim Saed continue de réfléchir aux soupçons qui l'inquiètent concernant Arthur. L'idée que le jeune homme ait pu jouer un rôle dans l'évasion de Joyce revient régulièrement dans ses pensées, même s'il ne possède pour l'instant aucune preuve concrète pour soutenir cette hypothèse. Lorsqu'il évoque ses doutes devant Chloé, celle-ci comprend immédiatement que cette situation pourrait créer de nouvelles tensions dans l'entourage de Lou. La relation entre Lou et Arthur est encore récente, et un soupçon de cette nature pourrait facilement fragiliser l'équilibre qui s'est installé entre eux. Pour éviter que les choses ne s'enveniment trop rapidement, Chloé préfère concentrer son attention sur Nina et la journée qu'elle passe au Madalex. Cette décision permet de maintenir une certaine distance entre les différents protagonistes et d'éviter une confrontation prématurée. Pendant ce temps, au commissariat, Martin et Aurore poursuivent leurs réflexions sur la piste proposée par Roxane. Plus ils examinent cette hypothèse, plus elle leur semble crédible. L'idée que Brice Mussard ait utilisé une voiture temporairement disponible pour déplacer les bijoux correspond parfaitement à la logique d'un homme qui cherche à anticiper chaque mouvement de la police. Cependant, malgré l'intérêt évident de cette piste, les enquêteurs savent que leur travail ne fait que commencer. Car pour transformer cette hypothèse en preuve irréfutable, il leur faudra découvrir l'endroit précis où les bijoux ont été cachés. Et quelque part dans la ville de Seth, cet endroit existe forcément. Un lieu discret, choisi avec soin par Brice Mussard pour dissimuler ce qui pourrait devenir la preuve de son mensonge. Un lieu qui, une fois découvert, pourrait suffire à faire tomber définitivement l'homme qui croyait avoir parfaitement contrôlé chaque détail de son crime. Au commissariat de Seth, la nouvelle piste découverte par Roxane continue d'occuper l'esprit de toute l'équipe. Depuis plusieurs heures, Martin Constant et Aurore Daunier examinent les informations disponibles avec une attention renouvelée, cherchant à comprendre comment exploiter concrètement cette hypothèse liée à la voiture d'Odette Pradin. L'idée qu'un véhicule resté sans surveillance pendant la nuit du meurtre ait pu être utilisé pour déplacer les bijoux offre enfin une explication plausible à l'absence totale de preuves retrouvées lors de la perquisition chez Brice Mussard. Martin prend le temps de reconstituer mentalement les événements de cette nuit-là. Chaque détail doit être replacé dans une chronologie précise afin de vérifier si la théorie de Roxane peut réellement correspondre à la réalité. Il sait que la moindre incohérence pourrait affaiblir cette piste, mais plus il examine les horaires et les déplacements possibles, plus le scénario lui semble crédible. Si Brice avait besoin de se débarrasser rapidement des bijoux après le homejacking, utiliser une voiture appartenant à une personne hospitalisée aurait représenté une solution particulièrement ingénieuse. Personne n'aurait pensé à vérifier ce véhicule, et l'absence temporaire de la propriétaire aurait offert un intervalle de temps suffisant pour effectuer un déplacement discret. Aurore partage cette analyse en ajoutant que Mussard possède exactement le type de personnalité capable de concevoir un plan aussi minutieux. Depuis le début de l'enquête, l'homme a toujours donné l'impression de garder une longueur d'avance sur les policiers, comme s'il anticipait chacune de leurs démarches. L'épisode avec Alicia en est la preuve la plus frappante. En retrouvant l'adresse de la jeune femme et en évoquant son fils Elliot, Brice a réussi à briser sa volonté de témoigner sans jamais prononcer de menaces explicites. Cette capacité à manipuler les situations et les personnes révèle une intelligence stratégique qui ne doit pas être sous-estimée. Pour Martin,
Cette constatation renforce la conviction que Mussard a probablement préparé chaque étape de son plan avec soin. S'il a effectivement déplacé les bijoux grâce à la voiture d'Odette Pradin, cela signifie qu'il a choisi un endroit précis pour les cacher, un endroit où ils pourraient rester longtemps sans être découverts. Cependant, trouver cette cachette représente un défi considérable. La ville de Sète et ses alentours offrent de nombreux endroits isolés où des objets pourraient être dissimulés sans attirer l'attention. Les zones proches de l'étang de Thau, les hangars abandonnés, les terrains agricoles ou même certains bâtiments désaffectés pourraient servir de cachette idéale. Pendant que les policiers réfléchissent à ces différentes possibilités, la vie quotidienne continue ailleurs dans la ville. Au Spoon, Lizzie Roussel semble encore portée par l'enthousiasme de son rendez-vous avec Warren. Même si la journée avance, son esprit revient régulièrement au moment qu'ils ont partagé. La simplicité de leur rencontre lui a laissé une impression étonnamment forte, comme si quelque chose d'important avait commencé à se construire sans qu'elle s'en rende compte immédiatement. Erika remarque facilement cette humeur joyeuse chez son amie. En la voyant parler avec autant de spontanéité de ce garçon qu'elle connaît à peine, elle comprend que cette rencontre a réveillé une confiance que Lizzie avait peu à peu perdue au fil des années. Les moqueries sur son apparence, les jugements parfois cruels qu'elle a subis au lycée ou dans certains cercles sociaux ont longtemps pesé sur son estime personnelle. Pourtant, avec Warren, Lizzie a eu l'impression d'être regardée d'une manière différente, avec une attention sincère qui ne semblait pas dépendre de critères superficiels. Plus tard dans la journée, Audrey Roussel observe elle aussi ce changement chez sa fille. Elle remarque la manière dont Lizzie sourit en regardant son téléphone lorsqu'elle reçoit un message de Warren accompagné de la photo qu'ils ont prise ensemble. Pour Audrey, cette image représente plus qu'un simple souvenir de promenade. Elle y voit la preuve que sa fille commence peut-être à trouver quelqu'un capable de l'apprécier pour ce qu'elle est vraiment. Dans un autre quartier de Sète, Warren rentre chez son oncle Marco après avoir passé la journée à travailler au hall. Le jeune homme aide régulièrement sa mère dans ses activités, et son séjour chez son oncle lui permet de rester proche de son travail tout en découvrant la ville. Marco, curieux de connaître les détails du rendez-vous de son neveu, l'interroge avec un intérêt évident. Warren raconte la promenade avec Lizzie, évoquant son humour, sa sensibilité et l'énergie positive qu'elle dégage. Cependant, lorsque Marco voit la photo du selfie pris pendant leur promenade, sa réaction révèle une certaine surprise. Son commentaire maladroit sur l'apparence de Lizzie crée un moment de tension inattendue. Même si ses paroles ne sont pas prononcées avec une véritable intention blessante, elles reflètent un jugement superficiel qui ne correspond pas du tout à la manière dont Warren perçoit la jeune femme. Le jeune homme réagit immédiatement en défendant Lizzie avec une sincérité évidente. Il explique à son oncle que ce qui l'a marqué chez elle ne se limite pas à son physique, mais concerne surtout la manière dont elle parle, rit et regarde le monde autour d'elle. Cet échange révèle une facette importante du caractère de Warren. Derrière son attitude détendue se cache une capacité réelle à reconnaître la valeur des personnes au-delà des apparences. Pendant ce temps, au Mad Alex, Nina continue de découvrir la vie à la ferme avec une curiosité qui amuse beaucoup les adultes présents. Alex et Bruno prennent le temps de lui expliquer les différentes étapes de leur travail, transformant chaque explication en une petite aventure éducative. La légende qu'ils ont racontée plus tôt à propos de l'étang de Thau reste dans l'esprit de Nina, mais elle continue d'affirmer avec assurance qu'elle ne croit pas aux histoires de fantômes ou de créatures mystérieuses. Son scepticisme amuse Alex et Bruno, qui apprécient la vivacité d'esprit de l'enfant. Cette journée de découverte représente pour Nina une expérience nouvelle qui contraste fortement avec les tensions que vivent les adultes autour d'elle. Dans un autre coin de la ville, Karim Saed reste préoccupé par ses soupçons concernant Arthur. L'idée que le jeune homme ait pu jouer un rôle dans l'évasion de Joyce continue de l'inquiéter, même s'il ne dispose pas encore de preuves capables de confirmer cette hypothèse. Lorsqu'il partage ses doutes avec Chloé, celle-ci comprend immédiatement que cette situation pourrait provoquer de nouvelles tensions dans l'entourage de Lou. La relation entre Lou et Arthur n'existe que depuis quelques mois, et un soupçon de cette nature pourrait facilement perturber l'équilibre fragile qui s'est installé entre eux. Pour éviter que la situation ne devienne explosive, Chloé préfère concentrer son attention sur Nina et la journée qu'elle passe au Mad Alex, maintenant ainsi une certaine distance entre les différents protagonistes. Pendant ce temps, au commissariat, Martin et Aurore poursuivent leurs réflexions sur la piste proposée par Roxane. Plus ils analysent les éléments disponibles, plus il leur paraît évident que la clé de l'affaire se trouve désormais dans la recherche des bijoux disparus. Si ces objets sont retrouvés quelque part dans la région,
Il pourrait constituer la preuve que Brice Mussard ment depuis le début et qu'il a effectivement cherché à dissimuler les traces du crime. La question qui obsède désormais les enquêteurs est simple. Où ces bijoux ont-ils été cachés? Car quelque part dans Sète ou dans les environs de l'étang de Thau, il existe forcément un endroit où Brice Mussard pensait pouvoir les dissimuler à jamais. Un endroit qui pourrait bientôt devenir la pièce manquante capable de faire basculer toute l'enquête. Au commissariat de Sète, la soirée commence lentement à tomber, mais pour Martin Constant et son équipe, la journée de travail est loin d'être terminée. La piste découverte par Roxane a profondément modifié leur manière d'envisager l'enquête, car elle offre enfin une explication plausible à l'absence de preuves retrouvées lors de la perquisition chez Brice Mussard. Désormais, l'attention des policiers se concentre presque entièrement sur une question essentielle. Si Mussard a utilisé une voiture extérieure pour déplacer les bijoux, où a-t-il pu les cacher ensuite? Martin passe de longues minutes à observer la carte de la région étalée sur son bureau. Les environs de Sète offrent de nombreux endroits susceptibles de servir de cachette, qu'il s'agisse de terrains isolés, d'anciens bâtiments industriels, de hangars abandonnés ou même de zones naturelles proches de l'étang de Thau. Chacun de ces lieux pourrait permettre à quelqu'un de dissimuler des objets sans attirer l'attention, surtout si la cachette a été choisie avec soin. Aurore Donier partage la même réflexion. Elle souligne que Brice Mussard n'est pas un homme qui agit dans la précipitation. Depuis le début de l'affaire, il a démontré une capacité impressionnante à garder son sang-froid et à anticiper les réactions de la police. La manière dont il a fait pression sur Alicia pour l'empêcher de témoigner montre qu'il est capable d'exercer une influence psychologique très efficace tout en restant dans une zone où il devient difficile de prouver une intimidation. Cette observation renforce la conviction de Martin que Mussard a probablement préparé plusieurs étapes de son plan à l'avance. S'il a effectivement utilisé la voiture d'Odette Pradin pour transporter les bijoux, il a sans doute choisi une cachette qui lui permettrait de récupérer ces objets plus tard sans courir de risques inutiles. Cependant, même si cette théorie paraît logique, elle reste difficile à transformer en preuve concrète. Sans la découverte des bijoux, les policiers ne disposent d'aucun élément matériel capable de prouver que Brice Mussard ment. Dans un autre bureau, Roxane continue de travailler sur les données liées à la voiture d'Odette Pradin. Elle examine les horaires avec une précision méticuleuse, cherchant à déterminer si d'autres indices pourraient confirmer que le véhicule a réellement été utilisé pendant la nuit du meurtre. Chaque détail est analysé, chaque incohérence potentielle est vérifiée, car elle sait que la solidité de son hypothèse dépendra de la cohérence parfaite des éléments qu'elle présente. Pendant ce temps, la ville de Sète continue de vivre au rythme de ses propres histoires. Au Spoon, Lizzie Roussel termine son service avec une humeur qui ne passe pas inaperçue. Erika remarque que son amie semble encore plongée dans les souvenirs de son rendez-vous avec Warren, comme si cette rencontre avait ouvert une parenthèse lumineuse dans sa vie quotidienne. Lizzie repense à la promenade qu'ils ont faite ensemble, aux conversations simples qui ont accompagné leur déjeuner improvisé et à la manière naturelle dont Warren lui a proposé de prendre une photo pour garder un souvenir de ce moment. Ce geste, apparemment banal, a pris pour elle une signification particulière, car il symbolise l'idée qu'elle peut exister dans le regard de quelqu'un sans être jugée ou comparée. Erika observe cette transformation avec un mélange de tendresse et de prudence. Elle sait que les débuts d'une relation peuvent susciter beaucoup d'espoir, mais elle comprend aussi que Lizzie mérite de vivre ce genre de moments sans crainte. Plus tard dans la soirée, Audrey Roussel retrouve sa fille à la maison et remarque immédiatement ce changement d'attitude. Le sourire de Lizzie, la manière dont elle parle de Warren et l'attention qu'elle porte à chaque message qu'elle reçoit sur son téléphone témoignent d'un enthousiasme sincère. Pour Audrey, cette situation représente une source de soulagement. Elle a souvent vu sa fille souffrir en silence à cause des jugements et des remarques blessantes qui ont marqué son adolescence. Voir Lizzie s'ouvrir à une nouvelle rencontre lui donne l'impression que les choses pourraient enfin évoluer dans une direction plus positive. Pendant ce temps, dans l'appartement où il vit temporairement chez son oncle Marco, Warren repense lui aussi à la journée qu'il a passée avec Lizzie. Malgré la remarque maladroite de son oncle lorsqu'il a vu la photo de la jeune femme, le souvenir de leur promenade reste pour lui associé à une sensation agréable de spontanéité. Il apprécie particulièrement le fait que Lizzie n'essaie pas de jouer un rôle ou de se conformer à une image artificielle. Sa manière directe de parler, son humour et sa capacité à rire d'elle-même lui donnent l'impression de rencontrer quelqu'un d'authentique. Cet état d'esprit contraste avec les tensions qui continuent de se développer ailleurs dans la ville. Karim Saed, de son côté, reste préoccupé par les soupçons qu'il nourrit à propos d'Arthur. Depuis plusieurs jours,
Certains comportements du jeune homme lui semblent étranges, et l'idée qu'il ait pu jouer un rôle dans l'évasion de Joyce ne cesse de revenir dans son esprit. Lorsqu'il évoque cette possibilité devant Chloé, celle-ci comprend immédiatement que cette situation pourrait créer de nouvelles tensions dans l'entourage de Lou. La relation entre Lou et Arthur est encore récente, et un doute de cette nature pourrait facilement provoquer des conflits difficiles à gérer. Pour éviter une confrontation prématurée, Chloé préfère concentrer son attention sur Nina et la journée que la petite fille a passée au MAD Alex. Cette expérience semble avoir beaucoup plu à l'enfant, qui raconte avec enthousiasme les histoires qu'Alex et Bruno lui ont expliquées sur le travail des huîtres et les légendes locales. La fameuse histoire mystérieuse liée à l'étang de Thau devient rapidement un sujet de plaisanterie, car Nina affirme avec assurance qu'elle ne croit pas aux histoires de fantômes. Cette réaction amuse beaucoup les adultes autour d'elle et crée un moment de légèreté dans une journée marquée par de nombreuses préoccupations. Pendant ce temps, au commissariat, Martin et Aurore poursuivent leurs réflexions sur la stratégie à adopter pour faire avancer l'enquête. Ils savent que la piste de Roxane représente peut-être leur meilleure chance de faire tomber Brice Mussard. Si les bijoux volés peuvent être retrouvés, ils constitueront une preuve matérielle difficile à contester. Et dans ce cas, toute la construction défensive que Mussard semble avoir soigneusement préparée pourrait s'effondrer en un instant. La prochaine étape devient donc évidente pour les enquêteurs. Retrouver ces bijoux. Car quelque part dans les environs de Sète, Brice Mussard a probablement laissé derrière lui la trace qu'il croyait avoir effacée pour toujours. Une trace capable de transformer un simple soupçon en certitude. La nuit commence à envelopper Sète d'une atmosphère plus calme, mais au commissariat, l'enquête sur la mort de Nadia continue d'occuper toutes les pensées. Depuis que Roxane a mis en évidence la possibilité que la voiture d'Odette Pradin ait été utilisée pendant la nuit du crime, Martin Constant et Aurore Donier sentent que l'affaire a enfin trouvé une direction claire. Même si aucune preuve matérielle n'a encore été retrouvée, cette nouvelle hypothèse donne l'impression qu'un fil invisible commence à relier plusieurs éléments restés jusque-là incompréhensibles. Dans son bureau, Martin reste longuement penché sur les documents rassemblés au cours de la journée. Il repense aux différentes étapes de l'enquête et aux obstacles rencontrés depuis le début. La pression exercée par Brice Mussard sur Alicia, la disparition des bijoux censés avoir été volés et l'absence totale d'indices découverts lors de la perquisition avaient créé une situation presque décourageante pour les enquêteurs. Pourtant, grâce à l'analyse patiente de Roxane, une possibilité nouvelle s'est ouverte. Si la voiture d'Odette Pradin a réellement été utilisée pendant cette nuit-là, cela signifie que Brice Mussard a probablement déplacé les bijoux hors de son domicile afin d'éviter qu'ils soient retrouvés. Ce détail expliquerait parfaitement pourquoi la perquisition n'a rien donné malgré les efforts de l'équipe. Aurore rejoint Martin pour faire le point sur la situation. Ensemble, ils examinent les différentes options qui pourraient permettre de confirmer cette hypothèse. Leur réflexion s'oriente vers les lieux où un homme comme Brice pourrait cacher des objets précieux sans courir le risque de les voir découverts par hasard. Les environs de Sète offrent de nombreux endroits isolés, notamment les zones proches de l'étang de Thau ou certains bâtiments peu fréquentés qui pourraient servir de cachette temporaire. Pour les enquêteurs, la priorité devient désormais claire, il faut retrouver les bijoux. Ces objets ne représentent pas seulement un élément volé lors d'un homejacking. Ils pourraient surtout constituer la preuve matérielle qui permettrait de démontrer que Brice Mussard ment depuis le début de l'enquête. Pendant que les policiers poursuivent leurs réflexions, la vie continue ailleurs dans la ville avec ses moments de calme et ses histoires personnelles. Au Spoon, Lizzie Roussel termine sa journée en repensant encore aux instants qu'elle a partagés avec Warren. La promenade qu'ils ont faite ensemble, les conversations spontanées et la simplicité de leur rencontre ont laissé dans son esprit une impression de douceur inattendue. Pour Lizzie, ce rendez-vous représente bien plus qu'un simple moment agréable. Il symbolise l'idée qu'elle peut être appréciée pour ce qu'elle est réellement, sans être réduite au jugement superficiel qu'elle a souvent subi. Erika, qui a observé cette transformation tout au long de la journée, comprend combien cette rencontre a été importante pour son amie. Elle sait que Lizzie a longtemps douté d'elle-même à cause des remarques blessantes qu'elle a pu entendre. La voir sourire avec autant de spontanéité lui donne le sentiment que quelque chose est en train de changer. Plus tard, Audrey Roussel remarque elle aussi ce rayonnement chez sa fille. Lorsqu'elle voit Lizzie regarder la photo prise avec Warren pendant leur promenade, elle comprend que ce souvenir représente pour elle un moment précieux. Pour une mère qui a vu sa fille souffrir du regard des autres, cette simple image devient une preuve que les choses peuvent évoluer. Dans un autre quartier de Sète, Warren repense également à cette journée. Malgré la réaction maladroite de son oncle Marco lorsqu'il a découvert la photo de Lizzie,
le jeune homme reste convaincu d'avoir rencontré quelqu'un de particulier. Ce qui l'a marqué chez elle n'est pas seulement son humour ou sa gentillesse, mais surtout la manière naturelle dont elle s'est montrée dès le début. Pour Warren, cette authenticité est une qualité rare. Dans un monde où beaucoup de relations commencent par des apparences ou des rôles artificiels, il a eu l'impression de partager un moment sincère avec une personne qui ne cherche pas à se cacher derrière une image. Pendant ce temps, les tensions liées à d'autres affaires continuent de se développer. Karim Saed reste préoccupé par ses soupçons concernant Arthur. Même s'il ne dispose pas encore de preuves concrètes, certains comportements du jeune homme lui semblent difficiles à expliquer. L'idée qu'Arthur ait pu aider Joyce à s'échapper continue de l'inquiéter, car une telle implication pourrait avoir des conséquences importantes pour les personnes qui l'entourent. Lorsque Karim évoque ses doutes devant Chloé, celle-ci comprend immédiatement que cette situation pourrait créer des tensions supplémentaires dans l'entourage de Lou. Leur relation étant encore récente, un soupçon aussi sérieux pourrait fragiliser l'équilibre qui s'est installé entre eux. Pour éviter que la situation ne dégénère trop rapidement, Chloé préfère concentrer son attention sur Nina et la journée que la petite fille a passée au MAD Alex. L'enfant semble avoir été fasciné par cette découverte du travail à la ferme et par les histoires qu'Alex et Bruno lui ont racontées. La fameuse légende liée à l'étang de Thau est devenue pour Nina une simple plaisanterie, car elle affirme avec assurance qu'elle ne croit pas aux histoires de fantômes. Cette réaction a beaucoup amusé Alex et Bruno, qui ont apprécié le caractère déterminé de la petite fille. Ces moments simples apportent une respiration bienvenue dans une ville où plusieurs tensions invisibles continuent de se développer. Au commissariat, Martin et Aurore concluent finalement leur journée de travail en revenant une dernière fois sur la piste proposée par Roxane. Même si de nombreuses questions restent encore sans réponse, ils savent désormais que l'enquête possède enfin une direction claire. La clé de toute l'affaire se trouve probablement dans ces bijoux disparus. Quelque part dans la région de Sète, Brice Mussard a certainement choisi un endroit qu'il pensait suffisamment discret pour cacher les objets volés et effacer les traces de son crime. Mais si les policiers parviennent à retrouver cette cachette, la situation pourrait changer radicalement. Car à partir du moment où ces bijoux seront découverts, il deviendra beaucoup plus difficile pour Brice Mussard de continuer à prétendre qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Et ce jour-là, l'homme qui croyait avoir parfaitement contrôlé chaque détail de son plan pourrait bien se retrouver face à la vérité qu'il pensait avoir enterrée pour toujours.